primordial quand on informatise le système d'information. D'accord? Si on n'a pas un système d'information informatisé qui est bien sécurisé, ça ne sert absolument à rien. Et les dégâts peuvent être conséquents. C'est pourquoi ce chapitre il est important aussi. Donc après une petite introduction, on verra les différentes attaques générales de l'informatique, la politique de sécurité informatique et l'analyse des risques avant de conclure. Donc je reprends donc cette définition. Donc le système d'information, ensemble organisé de ressources qui permet de collecter, stocker, traiter, distribuer de l'information. Ça on l'a déjà vu. Un système informatique, donc comme on l'a défini au début, donc c'est un système d'information automatisé. D'accord? Donc, il fait appel à l'ensemble de dispositifs matériels et logiciels associés sur lesquels repose un système d'information. Il est constitué de serveurs, routeurs, pare-feu, commutateurs, imprimantes, médias, etc., bandes d'accès, stations de travail, etc. Donc ça en fait, c'est pour parler des différents outils et machines qui permettent le traitement informatique de l'information et qu'il va falloir sécuriser. Parce qu'en fait, les attaques informatiques, ils vont concerner et le matériel et les logiciels. La sécurité informatique, c'est quoi? C'est l'ensemble des moyens mis en œuvre pour réduire la vulnérabilité d'un système contre les menaces accidentelles ou intentionnelles. Pourquoi réduire? Pourquoi on n'a pas dit pour éliminer la vulnérabilité d'un système? Parce que le risque zéro n'existe pas. Parce qu'on ne peut pas avoir un risque zéro. Je vous entends pas bien. Allô? 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 Oui, monsieur, on vous entend. Oui. Parce Alors, que le risque zéro n'existe pas. Oui. D'accord? Et les risques d'attaque informatique, ils sont présents tous les jours et évoluent tous les jours. C'est pourquoi, donc, on ne peut jamais éliminer la vulnérabilité d'un système. On va la réduire au maximum, à un seuil qui est acceptable, mais on ne va jamais l'éliminer. D'accord? Les menaces peuvent être accidentelles ou intentionnelles. Donc, soit on est avec des utilisateurs qui ne sont pas prudents, et il y a des attaques non intentionnelles, ou bien on est devant des malfaiteurs ou des pirates qui sont à l'origine d'attaques intentionnelles. La sécurité informatique est un domaine prometteur encore en plein essor dans le monde informatique. Pourquoi? Parce que chaque jour, il y a de nouvelles menaces qui apparaissent et donc c'est quelque chose qui évolue tous les jours. Et donc, c'est un domaine qui est prometteur. Assurer la sécurité de l'information, c'est assurer la sécurité des systèmes informatiques. Avec le développement de l'utilisation d'Internet, donc de plus en plus d'entreprises ouvrent leur système d'information à leurs partenaires ou à leurs fournisseurs. Donc, les systèmes d'information, ils ont été mis en place pour faciliter un petit peu les flux d'informations pour augmenter la performance d'une entreprise. Si on est, par exemple, dans une industrie pharmaceutique, l'industrie pharmaceutique, elle a tendance à ouvrir une partie de son système d'information pour les fournisseurs. Vous savez que la production de matières premières, par exemple, elle demande beaucoup de temps. N'est-ce pas? Allô? Oui, monsieur. Vous êtes là? Oui, on vous entend. Oui, monsieur, oui. Voilà, donc, pardon. Admettons que, par exemple, pour la fabrication d'une charge de paracétamol, de matière première, l'industrie de matière première, elle a besoin de 3 mois. D'accord? Si le stock de matière première il est épuisé pour l'industrie pharmaceutique, si elle lance la commande, elle va devoir attendre 3 mois pour que son fournisseur de matière première puisse lui préparer la commande de matière première voulue. D'accord? Par contre, si le système d'information il est ouvert au fournisseur de matière première, le fournisseur de matière première il peut anticiper. Quand il voit que le stock de matière première chez son client il a atteint un seuil critique, il peut déjà préparer la commande. Comme ça, il peut livrer la matière première avant que le stock soit épuisé.
Donc, vous voyez que ça permet d'augmenter la performance des entreprises. Ça permet d'anticiper et d'organiser le flux de travail. La même chose pour les clients. Donc, un client, une industrie pharmaceutique peut ouvrir une partie de son système d'information pour les grossisteries, pour qu'ils puissent consulter les stocks, les dates de péremption disponibles, la production, les délais, etc., etc. Donc, certes, ça permet d'augmenter la performance, mais ça augmente aussi le risque, parce que quand on ouvre une partie de notre système d'information, quand il est accessible par d'autres organismes, on diminue aussi le niveau de vigilance et on augmente la vulnérabilité de notre système. Donc, il est essentiel de connaître les ressources de l'entreprise à protéger et de maîtriser le contrôle d'accès et les droits des utilisateurs du système d'information. Tous les utilisateurs, ils n'ont pas les mêmes niveaux d'accès. Donc, chacun, grâce à des comptes et des mots de passe, a accès à une partie du système d'information qui le concerne. D'accord? Alors, quelles sont les attaques générales de l'informatique? Donc, les attaques, donc par expérience, c'est des statistiques qui ont été faites. L'origine des attaques, il est à 50% interne, provenant d'un utilisateur malveillant ou une erreur involontaire, par exemple. Utilisateur malveillant, quelqu'un qui ramène, par exemple, un virus dans une clé et il va contaminer d'une manière intentionnelle le système de l'entreprise dans laquelle il travaille. Cette erreur peut être involontaire. Peut-être que l'utilisateur il ignore que sa clé USB elle est contaminée. C'est une erreur qui est involontaire. L'attaque, elle peut provenir à 50% de l'extérieur. C'est l'exemple des piratages, des virus, de l'intrusion, donc par le biais du réseau informatique. Donc, comme on a dit, avec l'avènement d'Internet et des moyens de communication modernes, donc une nouvelle forme d'insécurité est apparue qui s'appuie sur l'utilisation de codes informatiques pour perturber ou pénétrer les systèmes d'information informatique. C'est quoi cette histoire de code? Donc, quand je vous ai dit tout à l'heure, donc les machines, ils fonctionnent avec des codes binaires. Regardez l'image des fleurs que je vous ai montré. Oui. L'utilisateur, il voit une image de fleurs, mais derrière, il y a un langage de programmation et derrière, il y a un langage binaire de 0 et de 1. Alors, les Oui. informatiques, elles vont se baser sur ce code. D'accord? Ils vont soit rajouter des chiffres ou enlever des chiffres pour déstabiliser, bien sûr, le fonctionnement de l'application. Et c'est l'origine même de l'attaque. Donc, on utilise des codes informatiques pour perturber ou pénétrer les systèmes informatiques. Les attaques touchent les trois composantes suivantes d'un système. Soit la couche réseau, en charge de connecter le système au réseau, c'est les attaques les plus fréquentes. Soit le système d'exploitation, en charge d'offrir un noyau de fonctionnement du système. Donc le système d'exploitation, comme vous le connaissez, c'est Windows, Linux, etc. Soit c'est la couche applicative, en charge d'offrir des services spécifiques. C'est les applications qu'on utilise. Donc c'est soit le réseau, soit le système d'exploitation, ou bien les applications. Donc, toutes ces composantes d'un système constituent autant de vecteurs de pénétration pour les attaques de toute nature. Donc, soit le pirate il va attaquer la couche du réseau, ou votre système d'exploitation qui va, bien sûr, paralyser tout le fonctionnement, ou là, une des applications spécifiques que vous utilisez qui va commencer à présenter des bugs. Comme tout effet a une cause, les attaques réseau s'appuient sur différents types de faiblesses que l'on peut classer par catégorie. Soit les faiblesses de protocole, et là on parle des protocoles de connexion par exemple, d'accord? Le TCP/IP, d'accord? Ça c'est un protocole de réseau, ou bien les protocoles web comme le HTTP par exemple, d'accord? Donc il y a des protocoles de connexion et des protocoles web qui ne sont pas très sécurisés, sur lesquels vont se baser les pirates pour lancer les attaques. Soit la faiblesse d'authentification, quand on utilise un mot de passe par défaut par exemple, ou un mot de passe qui fait un petit nombre de caractères, ou qui est composé uniquement de lettres, etc. Donc ça c'est une faiblesse d'authentification. Ou là une faiblesse d'implémentation et de bugs, d'accord? Quand il y a des bugs, l'installation, donc les bugs ils constituent des fenêtres d'entrée pour les virus et les attaques de toute nature. Ou bien quand on installe par exemple une application et on fait une mauvaise configuration.
D'accord? Quand on choisit, par exemple, quand on installe un antivirus, ils vont vous demander est-ce que vous voulez un niveau de protection élevé ou la moyen ou la faible. D'accord? Il y a des gens qui cliquent sur faible. Et ça, c'est une mauvaise configuration et ça présente un risque majeur d'attaque. Donc, c'est pourquoi les configurations, il ne faut pas toujours cliquer sans lire qu'est-ce qui est mentionné sur l'écran. En s'appuyant sur ces faiblesses, le pirate peut lancer un ensemble d'attaques afin de récolter des informations importantes, mais aussi de pénétrer un système réseau. La politique de sécurité informatique. Donc, toute société qui a une base de données précieuse doit avoir une politique de sécurité informatique. Si elle prend en charge son système d'information, donc elle doit bien sûr avoir sa politique de sécurité informatique avec les moyens qu'elle a. Si elle sous-traite cette activité et l'externalise ailleurs, il faut qu'il y ait des contrats bien ficelés pour assurer la sécurité de ces données chez le prestataire concerné. Alors, les objectifs de cette politique de sécurité, c'est quoi? La définition d'une politique de sécurité est une démarche de toute entreprise visant à protéger son personnel et ses biens d'éventuels incidents de sécurité dommageables pour son activité. Quels sont les principes de sécurité informatique? Une politique de sécurité réseau doit respecter un ensemble de principes génériques. L'identification, c'est l'information qui permet d'indiquer qui vous prétendez être. D'accord? Une identification élémentaire est le nom d'utilisateur que l'on saisit dans un système informatique. Alors d'abord, pour accéder à votre mail, vous mettez quoi? Vous mettez un identifiant et un mot de passe, c'est ça? Oui. Alors, quand vous étiez encore jeune, très jeune, il faut dire que les débuts de l'apparition des services web, de mail, etc., on se connectait uniquement le nom d'utilisateur. Quand il n'y avait pas beaucoup de risques, etc., au début, il suffisait de l'identification pour accéder à la boîte mail. On mettait uniquement le nom d'utilisateur et on accédait. Mais avec la multiplication du nombre d'attaques, etc., c'est là où on a augmenté le niveau de vigilance et de sécurité. On a passé l'identification, on a associé l'authentification à l'identification. D'accord? Donc, une identification plus évoluée peut être le relevé d'empreintes digitales ou là l'empreinte rétinienne, etc. Donc, il y a une question, est-ce que le relevé d'empreintes digitales et d'empreintes rétiniennes, est-ce que c'est pas de l'authentification? Oui. Donc, quand on opère par un relevé d'empreintes digitales ou d'empreintes rétiniennes, c'est une authentification et une identification en même temps. D'accord? Parce que ça permet de saisir la personne que vous prétendez être, mais aussi ça permet de valider cette identité, de confirmer que vous êtes bel et bien la personne que vous prétendez être. D'accord? Donc l'authentification, c'est l'information permettant de valider l'identité pour vérifier que vous êtes celui que vous prétendez être. D'accord? Donc l'identification, c'est le nom d'utilisateur, l'authentification, c'est le mot de passe. C'est bon? Oui, monsieur. Une authentification élémentaire est le mot de passe que vous entrez dans le système informatique. D'accord? Une authentification forte combine une chose que vous possédez et une chose que vous connaissez. Par exemple, si vous voulez, par exemple, acheter quelque chose sur Internet, donc vous mettez bien sûr nom et prénom, c'est de l'identification. Pour l'authentification, on vous demande de faire rentrer le numéro de votre carte bancaire avec le code CVS, n'est-ce pas? Et vous recevez aussi un code par SMS qu'il faut faire rentrer et ce code, il expire dans quelques secondes. Donc ça, c'est une authentification forte qui combine une chose que vous possédez, c'est la carte bancaire, et une chose que vous connaissez, c'est le mot de passe que vous recevez par SMS pour valider votre achat. C'est bon? Oui, monsieur. Alors, l'autorisation, c'est une information permettant de déterminer quelles seront les ressources de l'entreprise auxquelles l'utilisateur identifié est autorisé, aura accès ainsi que les actions autorisées sur ces ressources. Cela couvre toutes les ressources de l'entreprise. Alors, l'autorisation, c'est tout simplement le volet, la partie du système d'information à laquelle vous allez donner accès à l'un de vos utilisateurs. Si c'est un client, il doit uniquement avoir accès à
visualiser les produits, les délais de livraison, etc. Il ne doit pas avoir accès pour modifier l'une de vos informations. Par contre, si c'est quelqu'un, c'est un cadre de votre entreprise, il a le droit, vous pouvez lui donner le droit de modifier les données, de modifier la base de données. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle les droits de lecture-écriture. Est-ce qu'il a le droit uniquement lecture, et là, il consulte uniquement les données, ou bien l'écriture, c'est-à-dire qu'il peut modifier la base de données. Donc ça, c'est les autorisations que vous pouvez donner à chacun du personnel qui utilise votre base de données. Un autre principe de la sécurité informatique, c'est la confidentialité. Confidentialité, c'est quoi? C'est l'ensemble de mécanismes permettant qu'une communication de données reste privée entre émetteurs et destinataires. La cryptographie, chiffrement des données, est la seule solution fiable pour assurer la confidentialité des données. D'accord? Donc, ce cryptage, donc, il peut soit se baser sur un code, comme illustré sur la diapo. Donc, si je vous dis KFDPOGJSNF, ça ne veut rien dire, n'est-ce pas? Mais si je vous donne le code, c'est alphabet -1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque caractère, vous allez prendre la lettre qui est juste avant pour décoder le chiffre. Et là, donc KFDPOGJSNF, ça devient je confirme. D'accord? Vous me suivez? Oui, monsieur. On vous suit. Voilà. Donc ça, c'est le cryptage des données pour la protection. Pour une protection plus évoluée, on utilise des codes et on utilise aussi du matériel. Du matériel informatique qui est utilisé pour sécuriser la transmission des données. Et le matériel, il doit exister chez l'émetteur et le récepteur. C'est-à-dire que je vous envoie un fichier contenant des informations. Le fichier, il va traverser le réseau, d'accord? Et il va passer par un petit dispositif, c'est du matériel, avant de rentrer dans votre ordinateur. Donc, avec le petit dispositif de décryptage, il est relié au réseau, et ensuite il est relié à votre ordinateur. Et si ce dispositif matériel n'est pas présent chez l'émetteur et le récepteur, vous ne pouvez pas recevoir ces données sur ce fichier. D'accord? En général, c'est des dispositifs qui sont utilisés dans l'armée. D'accord? On ne se contente pas uniquement des codes, parce que ça peut être piraté, mais on va associer au code du matériel informatique de décodage. C'est bon? Oui, monsieur. Voilà. Autre principe de sécurité informatique, l'intégrité. C'est l'ensemble des mécanismes garantissant qu'une information n'a pas été modifiée. D'accord? Donc l'intégrité des données, c'est très important. Il ne faut pas que toute personne ait le droit d'accéder à modifier des données sur des fichiers. Il faut qu'il y ait des niveaux d'accès pour assurer l'intégrité des bases de données. La disponibilité aussi, donc c'est l'ensemble des mécanismes garantissant que les ressources de l'entreprise sont accessibles et que ces derniers concernent l'architecture. Que ces derniers concernent l'architecture réseau, la bande passante, le plan de sauvegarde, etc. Donc, c'est l'ensemble des mécanismes qui sont mis en place pour garantir l'accessibilité aux données au moment opportun. D'accord? Quand on a besoin de l'information, il faut qu'elle soit présente. Et là, donc, bien sûr, il faut agir sur le réseau, la connexion, etc., la sauvegarde des données, etc. La non-répudiation, c'est le mécanisme permettant de garantir qu'un message a bien été envoyé par un émetteur et reçu par un destinataire. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple? Et vous êtes là? Un Oui, accusé monsieur. de réception, par exemple. Par exemple, Un accusé de réception. l'accusé de réception. Vous pouvez me donner un exemple pratique? Monsieur, sur WhatsApp. Exactement, c'est les deux traits bleus sur WhatsApp qui vous prouvent que la personne elle a bien sûr reçu votre message. Donc c'est ça le mécanisme de non-répudiation. Un système non informatisé, les courriers recommandés par exemple, ou le contrat accusé de réception, ça permet la non-répudiation de l'envoi. C'est bon? Oui, monsieur.
La traçabilité, c'est l'ensemble des mécanismes permettant de retrouver les opérations réalisées sur les ressources de l'entreprise. Cela suppose que tout événement applicatif soit archivé pour toute investigation ultérieure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les traces d'accès au réseau ou d'accès au système d'information, elles sont tracées. À chaque fois qu'il y a un utilisateur qui se connecte sur son compte, cette connexion, elle est tracée. On trace qui est-ce qui s'est connecté, à quelle heure, à partir de quel poste, etc., etc., qu'est-ce qu'il a fait au juste. D'accord? Dans l'histoire, il y a eu des employés de banque qui pirataient de l'argent sur le compte d'un certain nombre de clients. Et ils dérobaient de petits montants de façon à ce que le client ne s'en aperçoit pas. Surtout pour les clients qui ont des comptes bancaires dont les sommes sont très importantes. D'accord? Mais quand le client il se rend compte de cette anomalie après plusieurs mois, voire plusieurs années, il faut que, quand il y a une enquête, donc il faut qu'on puisse retracer les actions qui ont été réalisées donc sur le système d'information de la banque, qui est-ce qui a piraté l'argent, quand est-ce que cet argent a été piraté, où est-ce qu'il a atterri, etc., etc. Quand vous faites des recherches sur Internet, sur Google par exemple, tout est tracé. On trace qu'est-ce que vous avez recherché, à quelle heure, etc., quelles sont les pages que vous avez consultées, etc., etc. C'est bon? Oui. Oui. La démarche de sécurisation informatique, il ne faut pas perdre de vue que la sécurité est comme une chaîne, guère plus solide que son maillon le plus faible. C'est-à-dire que si on dépense beaucoup d'argent le développement d'antivirus, etc., donc si on a du matériel archaïque, ça sert absolument à rien. Parce que c'est toujours le maillon faible qui saute. D'accord? Pour qu'on ait une chaîne qui est solide, il faut que tous les maillons soient solides. Donc c'est une solution, c'est un concept qui est global. Après étude des risques, il faut préparer une politique à l'égard de la sécurité avant de mettre en place les mécanismes de protection. Une politique de sécurité vise à définir les moyens de protection à mettre en œuvre. Voilà, donc avant de mettre en place une politique de sécurité informatique, il faut tout d'abord faire un état des lieux, analyser la situation, voir qu'est-ce qui marche pas. Et comment on peut analyser la situation? C'est par une analyse des risques. C'est bon? Donc, il y a plusieurs outils d'analyse des risques, le HACCP, l'ANDEC, etc. On peut utiliser l'un des outils pour faire une analyse des risques et dégager quelles sont les vulnérabilités de notre système. D'accord? Il faut toujours attaquer son propre système avant qu'il ne soit attaqué par quelqu'un d'autre. Donc, on fait une analyse des risques, on établit notre politique de sécurité qui va préciser quelles sont les mesures de sécurité à porter. Une fois ces mesures de sécurité définies par la politique de sécurité, on va les implémenter sur le terrain. Une fois on les implémente sur le terrain, on doit les valider. Est-ce que ces mesures, comment on va les valider? Il faut voir, est-ce que les mesures qu'on a implémentées, est-ce qu'ils ont fait diminuer le niveau de risque ou pas? D'accord? Quand on fait l'analyse de la situation et l'analyse des risques, on a un niveau de risque de départ. Il faut que ce niveau de risque de départ diminue après la mise en place de la politique de sécurité, des mesures de sécurité, etc. Une fois qu'on les valide, une fois qu'on implémente les mesures de sécurité, il faut les valider, il faut voir est-ce qu'ils ont fait diminuer l'analyse des risques ou pas. Et à chaque fois, donc d'une manière périodique, il faut toujours refaire une analyse des risques et mettre à jour notre politique de sécurité en apportant de nouvelles mesures ou en enlevant des mesures de sécurité qui n'ont pas prouvé leur efficacité. Donc, comme on l'a dit, donc on commence par une analyse de la situation, c'est identifier le contexte du système à sécuriser. On ne sécurise pas de la même manière une maison, une banque ou une gare. Parce que l'enjeu n'est pas le même. Et les coûts aussi ne sont pas les mêmes. Quand on fait une banque, il faut avoir un niveau de sécurité qui est très important. Donc, on peut avoir raison de dépenser beaucoup d'argent. Par contre, dans notre maison, on ne va pas mettre un système de sécurité qui est de la même efficacité d'un système de sécurité d'une banque. Parce que les enjeux ne sont pas les mêmes.
il faut faire une analyse des risques. Donc, le but, c'est de diminuer le risque global auquel le système il est exposé. Donc, ça, c'est en fait en train de récapituler sur ce schéma. On établit la politique sécurité qui sert à décrire de quelle manière le risque global sera diminué avec un risque résiduel. Comme on a dit au début, le risque zéro n'existe pas. Donc, il faut ramener le risque global à un niveau de risque résiduel accepté et toléré. D'accord? On admet d'avoir un certain nombre de risques, un certain taux de risque résiduel qui ne doit pas être, bien sûr, très important. Décrire les différents éléments du système d'information et les règles qui s'y appliquent. Donc, classification des informations, découpage en zones, règles de protection de chaque zone, etc. Donc, au sein même du même système d'information, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs modules. Et les modules se découpent en plusieurs zones. D'accord? Donc, chaque zone, elle peut avoir un traitement spécial et un niveau de sécurité différent des autres zones. C'est bon? Donc, la criticité des informations stockées n'est pas la même dans chaque zone. Donc, on va sécuriser plus les données qui sont importantes et tolérer un niveau de sécurité inférieur pour les données qui sont vraiment très importantes. Les mesures de sécurité, c'est l'ensemble de mesures techniques, les firewalls, les antivirus, les IDS, les IPS, etc., ou organisationnelles, procédures de secours, nomination de responsables de sécurité, etc., qui vont permettre d'appliquer la politique de sécurité. Donc ça, c'est les mesures de sécurité, c'est l'ensemble des procédures et du matériel qu'on va installer. Donc il y a les firewalls, ou ce qu'on appelle les pare-feux, d'accord? Donc qui permettent de prévenir les risques d'intrusion. Il y a l'antivirus, d'accord, qui va sécuriser les fichiers. Il y a les IDS et les IPS qui sont du matériel qu'on va installer sur le réseau, donc en amont de notre machine, pour soit prévenir, soit traiter une attaque en cours, d'accord. Donc pour les IPS, P c'est pour préventif, d'accord. Donc, les IPS c'est du matériel utilisé à titre préventif, c'est-à-dire pour prévenir les attaques réseau. Les IDS, c'est pour détective, c'est-à-dire que pour investiguer sur une attaque qui est en cours. D'accord? Donc, le prix des IPS, il est beaucoup plus important que les IDS parce qu'il permet d'anticiper une attaque. C'est du matériel qui permet d'anticiper une éventuelle attaque du réseau. Donc ça, c'est le matériel, mais il y a aussi l'organisation, c'est les procédures de secours, le responsable, la sécurité, etc. Donc ça, c'est l'ensemble des mesures qui doivent être prises pour diminuer le risque d'attaque, bien sûr, de l'informatique. L'implémentation, donc c'est l'installation et l'implémentation de différentes mesures qui ont été, bien sûr, décidées. La validation bien sûr, des mesures, c'est afin de vérifier qu'elles offrent la protection voulue. C'est par des audits, des scans de vulnérabilité, des tests d'intrusion, etc. Comme je vous ai dit, donc on va essayer d'attaquer notre propre système avant qu'il soit attaqué par quelqu'un d'autre. L'analyse des risques. Donc, quand on fait une analyse des risques, donc on va bien sûr chercher quels sont les facteurs de risque. Les facteurs de risque pour un système d'information, c'est la croissance de l'Internet. Donc, il y a de plus en plus d'utilisateurs et de malfaiteurs en parallèle. La croissance des attaques, donc on assiste à de plus en plus d'attaques informatiques. Les failles des technologies, les failles de configuration, les mauvaises configurations, les failles des politiques de sécurité quand ils ne sont pas validés, et le changement de profil des pirates, donc qui sont de plus en plus nombreux, etc. Il est nécessaire de réaliser une analyse de risque en prenant soin d'identifier les problèmes potentiels avec les solutions et les coûts associés. Parce que une protection contre les attaques de l'informatique, ça a un coût qui est très important. Donc il faut que ce coût, ces dépenses soient réfléchies par rapport aux bénéfices. Si un module n'est pas trop critique, donc on peut tolérer, comme je vous ai dit tout à l'heure, que la sécurité ne soit pas d'un niveau très important. Par contre, pour les informations qui sont précieuses, là, le niveau de sécurité doit être assez élevé. Donc, l'ensemble des solutions retenues doit être organisé sous forme d'une politique de sécurité cohérente en fonction du niveau de tolérance du risque. Donc, le risque zéro n'existe pas, donc ça va être en fonction du niveau de risque qu'on est prêt à tolérer. L'identification des risques.
Donc, à chaque étape de mise en œuvre du système d'information, donc que ce soit pendant la collecte, le stockage, le traitement, la distribution, il y a des risques possibles. Quels sont ces risques? La collecte d'informations, la qualité d'information peut être touchée, mais aussi la pertinence des données collectées. Donc, si les données collectées ne sont pas pertinentes, donc ils ne servent pas, ils vont pas servir à grand-chose. Pendant le stockage d'informations, on peut avoir une défaillance matérielle, une perte de disque, une clé qui saute, ou un disque dur, etc., ou un CD, ou des bugs, qui vont bien sûr porter atteinte à la machine. Il y a aussi les accidents, les pannes électriques, les câbles arrachés, les incendies, etc. Donc pour les pannes électriques, on installe par exemple des onduleurs. Pour les câbles arrachés, on peut travailler en Wi-Fi. Pour les incendies, donc on peut, comme je vous ai dit, délocaliser les serveurs de stockage de données dans un autre lieu sécurisé, loin de l'entreprise. Pour la phase de traitement de l'information, on peut avoir une défaillance logicielle ou des bugs, ou là un mauvais profil utilisateur, ou là l'erreur humaine. Donc ça peut concerner le traitement d'information. Pour la distribution de l'information, donc le piratage des données sur le réseau, un virus réseau, le vol via des dispositifs physiques, les clés USB ou les disques, etc. Donc une personne mal intentionnée, soit interne ou externe à l'entreprise, qui va bien sûr dérober une base de données à partir donc des ordinateurs d'une société X. Exemple de risque soulevé, donc installation de logiciels et de matériel par défaut. Comme je vous ai dit, quand vous voulez installer une application, donc on va vous demander est-ce que vous voulez l'installation de la version par défaut ou la personnalisée. Donc il faut essayer de prendre son temps et de personnaliser l'installation de façon à mieux sécuriser les composantes qui présentent un risque d'attaque informatique. Mise à jour non effectuée, vous savez que les logiciels antivirus, ils se basent sur les mises à jour parce qu'à chaque jour il y a actualisation de la liste des virus qui circulent, les nouveaux virus qui ont été mis en place. Et s'il n'y a pas de mise à jour, vous risquez d'être attaqué par un nouveau virus qui n'était pas pris en charge par votre antivirus. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait de mise à jour. Les mots de passe inexistants ou là par défaut. Des fois, vous rentrez dans des sites, vous créez un compte, on vous envoie un mot de passe par défaut qu'on vous demande de changer aussitôt. Et il y a des gens qui ne changent jamais le mot de passe par défaut et continuent à se connecter avec ce mot de passe, et ça, c'est très risqué. Les services inutiles conservés, donc quand il y a des modules non utilisés ou des logiciels non utilisés, il faut les désinstaller, pas les laisser, parce qu'ils risquent de collecter des données et de présenter une source d'attaque potentielle. Donc, il vaut mieux les désinstaller. Et puis, les traces inexploitées. Donc, si l'archivage des actions n'est pas très performant, on risque d'avoir des traces qui ne sont pas exploitées et donc qui permettent une perte définitive des informations. Il y a aussi le cas quand on n'a pas de séparation des flux opérationnels et des flux d'administration des systèmes. Donc, quand le même système il est utilisé à la fois par le personnel opérant, donc par le système opérant, et par les décideurs, par le top management. Donc, il risque d'y avoir des attaques. Et donc, le mieux, c'est d'avoir deux systèmes qui sont séparés avec une interface de communication. Parce qu'en général, les informations stratégiques doivent rester à l'abri. La télémaintenance sans contrôle fort. Donc, quand vous avez donc une panne et vous demandez une télémaintenance par réseau, quand le contrôle n'est pas assez important, donc parce que la télémaintenance, vous donnez le contrôle à la personne qui fait la maintenance. Donc, si il y a un intrus qui réalise une intrusion pendant la télémaintenance, il peut prendre le contrôle de votre appareil. Quand les procédures aussi de sécurité sont obsolètes, donc il y a toujours des nouveautés et des fois les procédures qui étaient installées ne sont plus adaptées, et quand l'authentification est faible. Donc, je vous ai dit, quand vous mettez un mot de passe avec un faible nombre de caractères, avec 100 caractères spéciaux, etc., donc c'est un risque ça fait augmenter le risque d'attaque. Donc, pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut déterminer les éléments du système à protéger, il faut déterminer les menaces possibles sur ces éléments et estimer la probabilité de ces menaces. Le risque zéro n'existe pas, mais il faut définir le risque résiduel que l'on est prêt à accepter.
Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions sur ce chapitre? Non. C'est bon? Non, monsieur. C'est bon. Voilà. Donc, on passe directement au dernier chapitre.